forcément le fort de la culture du cinéma russe. Voilà. Par ailleurs, en fin de troisième année, ils ont un stage obligatoire, ou deux ou trois stages obligatoires, ça dépend de ce qu'ils vont trouver, en post-production ou en tournage. Voilà. Et après, en quatrième année, pour finir, là, Donc c'est quand même 4 années, hein. C'est quand ouais, même c'est 4 années, hein, quatre ouais. années, ouais. Et en quatrième année, ils vont développer ce qu'on appelle un travail de fin d'études où ils vont proposer un champ d'expérience ou de recherche plutôt, qui évidemment les intéresse, qui sera validé par une commission, enfin il y a tout un processus. Ils vont avoir un petit budget pour ça et ce travail va déboucher sur soit un film, s'ils réalisent un film, ils sont absolument pas obligés de le faire, ou une bande son, un travail radio, ou une installation, enfin bref, c'est très très ouvert, et un mémoire. Donc les deux étant en relation. Et ça donnera l'occasion en juin, enfin là j'ai bien peur que ce soit un peu remis, à un jury de diplôme qui va donc évaluer ce travail au travers en le voyant évidemment, en prenant connaissance du mémoire préalablement, plus un oral, et puis voir un film que chaque étudiant propose comme étant un film un peu symptomatique ou symbolique en tout cas de son travail à la FEMIS. Voilà, et ils sortiront à partir de là. Alors sinon, l'orientation. Jean-Pierre, ils sont combien? Ils sont combien Alors par par promo, ils classe, sont par 6. promo? Six élèves seulement. Ah oui, Oui, c'est donc très oui, très peu. ouais. Et ça, dans tous les départements, enfin les départements principaux, non pas qu'ils soient plus importants que les autres, mais en tout cas, image, son, montage, réalisation, production, j'en oublie sûrement, bref, voilà, tout le monde est 6 actuellement. Ce qui n'est pas sans problème. C'est-à-dire qu'évidemment, d'un point de vue organisationnel, ça simplifie pas mal les choses. Mais par contre, quelquefois, on peut se poser la question de savoir si, peut-être que certaines années, on pourrait imaginer qu'il y ait 7 étudiants qui rentrent et d'autres années 5 ou 4. Enfin bref, que ce soit un peu modulable. Ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser justement à l'horizon de la nouvelle école. C'est le mode le concours, c'est par concours évidemment. Alors, Combien vous avez généralement d'élèves qui se présentent alors, au concours? ça, c'est une bonne question et par ailleurs, actuellement, un peu un problème. C'est-à-dire qu'on était jusqu'il y a 4 5 ans sur une base à peu près de 60 candidatures au concours, au premier tour du concours, parce que le concours, Mhm. il y a trois tours, hein. Il y a un premier Oui, tour, deuxième tour, troisième tour. Je peux aussi éventuellement très rapidement le développer. Je ne sais pas, tu me dis, hein, oui, oui, bien sûr, oui, oui, tout à alors, fait. bon, alors je réponds sinon directement à ta question avant de détailler un petit peu plus Oui, le concours. Euh, le concours, actuellement, on est passé en 5 ans de à peu près 60 candidatures à un peu moins de 40. Donc évidemment, ça a mhm. suscité une inquiétude, on s'est demandé Oui, pourquoi, etc. oui. On a appelé nos collègues de Loup Lumière qui ont constaté la même chose. Alors, récemment, je ne les ai pas eus, hein, donc je ne peux pas savoir quelle est la courbe qu'ils enregistrent là, par exemple, sur cette année, sur les candidatures de cette année. Nous, ça a encore un peu fléchi, on est à 37 ou 38 candidatures. Et c'est très étonnant parce que j'ai tout de même l'impression, enfin en tout cas lorsque je rencontre des jeunes autour de, il y a énormément de jeunes qui souhaitent rentrer dans ce métier, que ce soit bien sûr sur la vidéo, l'image ou le son. J'ai l'impression que c'est quand même un métier entre guillemets très en vogue, enfin en tout cas qu'on a envie de faire. Ou peut-être que je me trompe, hein, c'est une Alors, vision. je pense que, je ne sais pas encore une fois si tu vois, on n'a pas d'explication claire là-dessus. Faut savoir que nous, on est complètement centré sur le cinéma déjà. Donc, Oui, ça exact, veut dire que ça élimine, entre guillemets, tout et à ça, fait. on est très clair avec ça, les gens qui veulent prioritairement faire de la musique ou faire du live, ou faire, enfin bref, ça prépare pas du tout à ça. Donc, évidemment, l'école la plus générique en termes de son, mis à part certaines écoles privées, c'est Louis Lumière. Voilà. Oui. Louis Lumière prépare à tout, mais avec beaucoup moins de pratique dans chaque secteur que Mhm. peuvent avoir les étudiants de la FEMIS quand ils sortent dans le secteur du cinéma où il y a quand même une grosse pratique. Mhm. Pour revenir juste, on est un peu inquiet, mais ce qui nous inquiète pas définitivement, si je peux dire, Mhm. c'est que malgré tout, la qualité reste constante.
C'est-à-dire qu'on arrive à trouver 6 étudiants dont on considère qu'ils ne sont pas à un niveau plus faible qu'il y a 5 ans ou 10 ans, etc. Voilà. Je Mhm. dirais même que c'est peut-être un Mhm. peu l'inverse. Donc, évidemment, il ne faudrait pas que ça descende en dessous. Et peut-être que le fait d'être aussi spécialisé et que la famille, ça a une espèce d'image de «Ah, qu'est-ce que c'est dur de rentrer dans cette école, je ne sais pas quoi», ne nous aide pas. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a d'autres raisons qu'on n'évalue peut-être pas Ça très veut dire, clairement. Jean-Pierre, quand tu disais tout à l'heure que vous êtes en train de réfléchir à un certain nombre de sujets, c'est notamment, par exemple, pour ouvrir la FEMIS un petit peu plus sur d'autres sous-domaines du son? Ça, je ne pense pas. C'est-à-dire que la FEMIS va rester une école de cinéma. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout d'un coup, tu vois, toucher à d'autres secteurs Mhm. du travail du son que peuvent être le broadcast, que peuvent être l'enregistrement musique, que peut être le mixage musique, etc., etc. Je ne pense Mhm. pas que ça change à ce niveau-là. Ce qui va changer, c'est possiblement la structure, enfin, en tout cas, les cursus, comment ils vont être envisagés, est-ce qu'il va y avoir un tronc commun plus long ou pas, etc. Je dirais l'organisation des études, la possibilité peut-être de recruter euh, à des niveaux, je ne sais pas, actuellement c'est Bac plus 2. Euh, je vois des questions auxquelles je ne vais pas tout de suite Jimmy va répondre. s'en occuper, Jean-Pierre, tout à l'heure, D'accord. il est Jimmy Pour, Martin pour, qui est, pour finir, excusez-moi, mais j'en ai. pour Oui. finir avec ça, enfin avec la question du concours, donc le concours est en 3 parties. Une première partie, en général, ça démarre en février, enfin pas en général, ça démarre en février. Une première partie où tous les étudiants, c'est un peu à l'image du tronc commun, vont être confrontés aux mêmes épreuves. Il y en a 2. D'une part, une analyse d'une séquence de film. Et donc, ils font ça en amphi à Arcueil. Je sais pas, il y a 1200 ou 1300 personnes, c'est monstrueux. Mhm. Et par ailleurs, un sujet d'enquête qui va s'articuler autour d'un thème qu'ils vont choisir. On leur propose 3 thèmes. Alors, ça peut être des thèmes qui semblent complètement abstraits, genre le mur, Mhm. l'évasion, enfin je sais pas quoi. Et ils vont Mhm. faire un travail d'enquête ou un dossier d'enquête en fait, où ils vont réunir à la fois ça peut être évidemment des trucs iconographiques, sonores, des textes, etc. Comme un peu comme s'ils préparaient presque un documentaire sur cette question, quoi. Mhm. Tout en montrant là-dedans leur singularité, euh, ce qu'on attend de ce travail et de cette détection du concours, c'est de détecter des singularités plus Oui, à la limite que des connaissances et des tout à fait. sensibilités. Voilà. La Mhm. deuxième partie du concours, alors juste une parenthèse, au niveau du premier tour, les correcteurs, les gens du son se font corriger par des gens du son, alors que c'est la même épreuve pour tout le monde, hein, que vous Oui. soyez en réalisation, en production, etc., vous passez la même épreuve. Mais si vous êtes en son, vous serez corrigé et noté par des gens du son, en production, idem pour les gens de production, et ainsi de suite. Deuxième épreuve qu'on appelle épreuve départementale, c'est celle qui est particulière à chaque département. Donc nous, on a une épreuve qui est en 2 parties, donc qui est sous notre responsabilité hein, de directeur de département, à savoir une première partie qui est une épreuve écrite à 2 volets, une qui ressemble un peu à un QCM, qui permet d'évaluer le niveau technique des gens Mhm. rapidement, Oui. et d'autre part l'intérêt qu'ils portent spécifiquement au cinéma au travers de la question technique. Mhm. Voilà. Et la deuxième partie écrite, c'est plutôt une espèce de réflexion, appelons ça bêtement, scolairement, une dissertation autour d'une phrase, un truc écrit sur le son. Voilà. Mhm. Donc on va chercher des gens qui ont dit des choses D'accord. plutôt intéressantes. Pour finir, juste, Jean-Pierre, y a-t-il aujourd'hui des modules d'accompagnement pour les élèves qui ont terminé l'école? Est-ce que lorsqu'ils ont terminé l'école, on laisse se démerder, entre guillemets, à aller chercher du travail? Est-ce que vous avez prévu, c'est souvent des remarques et des questions qu'on nous Le, pose, le c'est module est-ce qu'il y a des accompagnements? Voilà. Alors, le module d'accompagnement, comme tu comment dire, le décris là, n'existe pas au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'une fois que Mhm. les étudiants ont passé leur diplôme, nous, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est d'essayer de persuader l'école, mais ce n'est pas évident parce que c'est une question législative, D'accord. de pouvoir continuer à ce que les étudiants puissent continuer à être en stage conventionné jusqu'à la fin de l'année civile et non pas jusqu'à leur diplôme qui est en juin.
de façon à ce qu'ils puissent mettre un pied à l'étrier, si je peux dire, mais pas éternellement, parce qu'on veut aussi pas du tout, on veut totalement éviter que la question des stages supplante des assistants qui soient payés normalement, etc. Vous voyez ce que je veux dire, que les productions possiblement en usent et abusent. Mais mis à part ça, ça se fait, je dirais, au coup par coup. C'est des étudiants qui nous appellent individuellement, Valérie et moi, quand ils sortent pour des problèmes différents parce qu'ils trouvent un boulot, que quelquefois le boulot est très mal payé, est-ce que je dois l'accepter, est-ce que je ne dois pas l'accepter. C'est plutôt de cet ordre-là, plutôt du mode de la relation personnelle pour ceux qui reviennent vers nous, et ce n'est pas toujours le cas, mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas structurellement, l'école D'accord. n'a pas, voilà. Il n'y a pas de module. Et dernière question, Jean-Pierre, avant de passer la parole à Vincent Magnier, que je souhaite écouter sur l'INA. Euh, on forme avant tout, évidemment, vous formez avant tout des ingénieurs du son, mais est-ce que l'école donne également les clés pour devenir un bon assistant? Pour revenir un petit peu sur le cœur de notre sujet aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, puisqu'on enseigne les 3 métiers, oui, un truc que je n'ai pas dit qui est important à savoir pour tout le monde, je pense, c'est qu'au département son enseigne les 3 métiers de la prise de son direct, la prise de son de tournage, que ce soit assistanat ou enregistrement, évidemment, le montage son et le mixage. Et on ne spécialise pas les gens et on y tient. Pour 2 raisons simples. La première, c'est qu'ils ont tout à apprendre, à passer d'un métier à l'autre et à comprendre quelle est la position d'un monteur son dans une post-production, quelles sont les relations avec le montage, avec le mixage, qu'est-ce que sont les implications de chaque métier par rapport aux autres. Et ça, nous, on est absolument certains de ça pour le constater, c'est d'une grande richesse. Et d'autre part, quand ils sortent, ça leur permet, même s'ils ne trouvent pas de boulot, euh, dans ce qui est a priori leur pente, mais quelquefois quand ils sortent, ils sont sur 2 pentes. Et c'est hyper rare qu'un étudiant, au moment de sa sortie, ou une étudiante nous dise moi j'ai envie de faire de la prise de son, mais aussi du mixage. Bon, Oui, bien sûr. voilà, ou du montage son et du mixage. Enfin, tous les cas sont ouverts. Donc ça leur permet aussi de répondre, je dirais, au fait de pouvoir croûter et payer leur loyer, c'est-à-dire que possiblement ils Tout vont à fait. trouver un truc à un endroit où c'est pas le. Voilà. Vous m'avez compris. Donc ça, c'est un truc sur lequel on tient complètement le cap, sachant que naturellement les étudiants, au fur et à mesure de leur scolarité, vont eux-mêmes quelque part s'orienter vers un peu plus vers le mixage ou un peu plus vers le montage son, naturellement. Voilà, Tout donc à on fait. n'interdit pas les pentes de s'exprimer, mais par contre, on ferme jamais on cloisonne pas les enseignements. D'accord. Merci Jean-Pierre. Je voudrais passer la parole à Vincent Magnier, pareil. Un petit peu les mêmes questions, Vincent. Vincent, je ne sais pas si tu nous entends. Ouais, je vous entends, j'ai Tout ouvert à mon fait. micro. Parfait, merci. Voilà, une petite présentation effectivement des formations de l'INA, si c'est possible de ta part, avec pareil, un petit peu la philosophie générale de cette école, je pense, qui est apparemment un petit peu plus tournée vers le mode d'apprentissage. Peut-être que je me trompe, enfin, je te laisse parler, Vincent. Alors en fait, nous, c'est assez différent, effectivement. À l'origine, on est un centre de formation pro, donc pour les gens qui travaillent déjà, formation continue. Et puis, il y a une partie formation initiale. Et donc, pour ce qui concerne le son, en formation initiale, il y a le diplôme d'ingénierie sonore, qui est une espèce de 3e année post-BTS. Et nous, on ne prétend pas former au cinéma. Donc, pourquoi? Parce qu'on forme à l'audiovisuel, qui est un champ plus large, qui inclut aussi, bien sûr, la fiction, mais parce qu'on se pose des questions quand il y a 300 longs métrages tournés en France, dont une partie avec dans des annexes et des salaires limites. On se dit qu'il n'y a peut-être pas de la place pour plus de 100 personnes à chaque poste, quoi. Et puis, on sait très bien qu'il y a déjà Lumière et puis la Fémis qui le font très bien. Donc, on forme aussi au broadcast, mais ils font bien sûr de la production, c'est-à-dire tout ce qui est tournage et puis de la post-production. Donc, cette formation initiale, c'est pas évident de parler tout seul, hein, comme ça, devant un ordinateur. Tu le fais très bien, tu le fais très bien, il n'y a pas de Excusez-moi, souci. je me sens seul, mais je vous vois. Donc, ouais, cette formation, elle se fait en alternance parce que nous, on fait beaucoup de pratiques. On essaye que la théorie vienne en renfort ensuite pour expliquer les choses, pour mieux comprendre. Donc, il y a beaucoup de pratiques et les étudiants de ce 10, ils sont 6. Il y a 2 promos de 6. Il y en a une qui est destinée à la sonorisation et puis il y en a une qui est destinée à l'audiovisuel.
Et ils sont 6, parfois 7. Je crois d'ailleurs que cette année, il y en a un en alternance chez A4. Chez Et A4 Audio, Florian Barguil, je crois, qui est avec nous. Oui, 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 c'est ça, exactement. Bonjour voilà, Florian. voilà. Bonjour. Et puis, je crois qu'il y en a une de l'an passé aussi qui est à la Fémis. D'accord. Voilà, donc moi je trouve que c'est une formation géniale, j'aurais adoré faire ça. Moi, j'interviens que sur la partie prise de son, tournage avec eux. Mhm. Et donc, c'est beaucoup de projets qui s'enchaînent. Ils font aussi du multicanal. Qu'est-ce qu'ils font? Plein de trucs. Mhm. Mais ils font aussi du broadcast, c'est-à-dire de l'interphonie. On travaille aussi beaucoup les domaines à l'INA qu'on met aussi en avant dans la formation pro, parce que le métier a bien changé. On ne peut plus vivre aujourd'hui avec une mixette et puis un Mhm. micro. Ça Bien marche sûr. pas comme ça. On n'a plus besoin de nous. Donc, on pense qu'il faut que les gens soient bons en réseau. Il faut pouvoir Mhm. brancher des choses Un petit peu sur de du nouvelles DAN, technologies. Mhm. même en tournage. Il y a la gestion des HF, il y a l'intercom pour ceux qui veulent faire du broadcast. Et entre deux films, ça peut permettre de casser la croûte, c'est quand même pas Mhm. inintéressant. Mhm. Et puis tout ce qui est son spatialisé, pardon. Florian, toi, tu es donc à l'INA actuellement et Oui, tu fonctionnes en fait avec un système qu'on appelle, plus connu sous le nom de l'alternance en fait. c'est ça. Tu C'est peux ça, nous oui, en dire peut-être exactement. un petit peu plus? Ben, dans le cadre de notre formation là, à l'INA, on a un rythme qui est approximativement un mois, c'est-à-dire qu'on est un mois en formation à l'INA et un mois chez A4 Audio. Précisément, c'est 3 semaines, 4 semaines. En l'occurrence, oui, tu es Euh, chez A4 Audio actuellement. voilà, c'est ça exactement. Et ce qui nous permet en fait d'avoir, bien qu'on fasse beaucoup de pratique, il y a quand même une certaine partie de théorie en formation à l'INA et une partie pratique. En l'occurrence, là, chez A4 Audio, c'est une partie pratique que je pense essentielle en tout cas, si on Mhm. espère travailler sur le tournage fiction plus tard, puisqu'il y a toute cette partie matérielle. Maîtrise en fait, la Voilà, maîtrise c'est des ça. techniques et des Maîtrise des différents techniques éléments en fait. Hein. et du matériel très précisément. Mhm. Voilà, connaître tous les éléments, savoir faire fonctionner un Quanta X3, tous les types de HF, les systèmes Mhm. d'alimentation, toutes ces choses-là qui Mhm. représentent beaucoup de matériel et qu'on ne peut pas forcément maîtriser, qu'on n'aura pas forcément le temps de maîtriser avec l'école, mais Mhm. que dans ce cadre de l'alternance, notamment chez A4 Audio, est très enrichissante quand on a, en tout cas comme chez A4 Audio, des techniciens qui peuvent nous apprendre tout ça, dont on a tout le matériel à disposition, en Mhm. plus des retours d'expérience des ingénieurs du son et des équipes son Mhm. qui sont clients d'A4 Audio et que nous, au sein d'A4 Audio, on a le temps avec qui on peut échanger, on peut discuter, avoir ces retours d'expérience-là, que ce soit pour la partie un petit peu plus humaine du métier et la partie un Jimmy, petit peu je plus passe technique avec juste le la parole matériel. à. Merci Florian, je passe juste la parole à Jimmy Martin. Jimmy, toi qui effectivement est responsable d'A4 Audio, comment ça se passe avec les étudiants actuellement qui viennent, que ce soit en stage ou que ce soit effectivement en formation professionnelle avec l'INA? Comment ça se passe avec les étudiants? Bah, ça se passe très bien. Nous, avant toute chose, avant je vais dire, de prendre les étudiants, il y a bien sûr, on fait un entretien pour voir un petit peu leur motivation. Ce qui est important, je l'ai vu, ça va faire 5 ans que je suis chez A4 Audio. J'ai vu énormément de stagiaires passer, des stagiaires motivés, des stagiaires qui finalement font du son, mais ne savent pas ce qu'ils veulent faire ensuite. Il y a des moments, j'ai l'impression que c'est un petit peu un fourre-tout où ils ont envie de faire du son, mais il y a tellement d'étudiants et tellement, je vais dire, beaucoup d'ingénieurs du son actuellement, et ils sont un petit peu perdus. Nous, je sais qu'on les suit un maximum donc avec vraiment toute l'équipe technique pour leur apporter vraiment toute notre connaissance. Et je pense qu'on fait également un suivi avec eux après le passage chez A4 Audio. Parce qu'on essaye justement par rapport à cette formation qu'ils vont faire chez nous, donc cette formation donc, de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, donc vraiment leur donner une orientation. C'est-à-dire, voilà, donc tu veux devenir ingénieur du son, mais il y a différentes étapes. Et avec les équipes techniques, donc à la fois avec Lucas Terrier, donc Damien Vachette, eux, ils ont vraiment toute cette partie technique. Moi, je vais plutôt intervenir sur une partie relationnelle parce que également, il y a beaucoup de relations avec une équipe son.
l'équipe son est Jimmy, composée. est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup de En demandes qui termes de arrivent? demande, oui, en termes de demande, on a énormément de demandes. On a à peu près 4 à 5 demandes par mois, mais on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Donc, c'est pour ça que nous faisons donc des entretiens pour vraiment donc prendre je vais dire les étudiants les plus motivés, en tout cas, qui nous disent, ils se projettent à X temps. Voilà, j'ai envie de devenir perchman, j'ai envie de devenir ingénieur du son. Et c'est vrai qu'il y a des moments, on est obligé de les orienter, en tout cas moi de les orienter vers donc d'autres loueurs. Parce que malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais dans l'ensemble des étudiants, je ne sais pas si il y a des anciens stagiaires qui sont dans le chat pour donner un petit peu leur ressenti. Mais nous, à 4 Audio, on les accompagne. On les accompagne un maximum et on veut les orienter. Merci. Je voudrais savoir s'il y a éventuellement des personnes de l'écart qui sont censées aussi participer aujourd'hui. Comme j'ai à peu près une liste de 70 personnes, j'ai du mal à voir. S'il y a une personne de l'écart, s'il serait possible de mettre en route son micro. Ouais, moi je suis de l'écart. Je suis sorti. Paul, oui, il me semble que je t'ai déjà vu. On avait fait un séminaire ensemble l'année dernière, je crois. Tu diras que ça s'est bien passé à tout le monde. Hein, tu Oui, déconnes pas. je fais une bonne pub, ouais. Ouais, donc je suis sorti de l'écart en juin, moi. D'accord. Voilà, on a fait 3 ans, donc c'était en réalisation sonore. C'était donc tout ce qui touchait son à l'image. Il y a eu beaucoup de post-production. Après, on a eu des cours de prise de son. Donc à ce niveau-là, ce qui était bien, c'est qu'on avait pas mal de matériel. Enfin, il y avait des 633, des 688 avec CL12. Et la dernière année, ils ont réussi à acheter un Cantar La X3. philosophie générale de l'écart, excuse-moi pour en revenir à ça, c'est donc Ouais. 3 ans, c'est 3 ans, C'est 3 ans, ouais. c'est un cursus traditionnel, c'est-à-dire c'est des cours, c'est un petit peu de pratique. Excusez-moi, je voulais juste savoir s'il y avait un représentant également de l'écart. Je suis là. Ben voilà. Ouais. Voilà, impeccable. Voilà. Impeccable. Bonjour. Oui, donc bonjour. C'est juste pour faire une petite présentation rapide aussi de l'écart et savoir. L'écart, oui. Oui, alors moi je suis Maxime Lomond, donc assistant son à l'écart. Pour ce qui est des formations en son, il y a 3 options, on va dire, principalement. Il y a le BTS, donc diplôme d'État en 2 ans, qui peut ensuite déboucher sur 2 options. La 3e année du bachelor, avec notamment une option audiovisuelle. Et sinon, il y a aussi une possibilité de faire une 3e année en alternance après le BTS. Cette 3e année, donc vous en avez notamment chez A4 Audio, je pense à June Béchaï. Et ensuite, il y a également donc le bachelor, comme a fait Paul, en 3 ans, 2 années où les étudiants vont apprendre un maximum de choses dans tous les métiers du son, et une 3e année de spécialisation donc dans 4 domaines: la musique, la composition, le live ou l'audiovisuel. Donc là, par rapport aux autres écoles, on est vraiment encore plus large, on a envie de dire, par rapport à l'INA et à la FEMIS. On est encore plus large, en fait. Hein. Oui, c'est une approche très large avec de la synthèse sonore, de la MAO. On voit les logiciels Logic, Ableton avec les synthés, Serum, Native Instruments, enfin tout ça. Voilà. Mmh. Très bien. Écoutez, merci à tous pour cette petite présentation Stéphane, excuse-moi, Oui. je voulais faire intervenir. Questions? Non, je voulais faire également intervenir Philippe van der Dresch, qui est également prof, donc, mais en Belgique. Philippe. Oui, ça fonctionne. Salut Philippe. Oui, c'est bon, ça bonjour. fonctionne. Oui, je donne des cours à l'IAD, qui est une école de cinéma en Belgique, des cours de prise de son cinéma, des cours à propos des microphones, un atelier de portrait radiophonique. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait,
pour bien connaître la formation qui est donnée à l'IAD. Mais il manque toute une dimension qui est en fait l'apprentissage sur le terrain. Chez nous, on a des stages, mais qui sont de durée limitée à 2 semaines. Donc, il y a une différence par rapport à pas mal de formations qui sont données en France. En fait, à l'école, les étudiants jouent des rôles de machinot, de chef-op, etc. Mais ils n'ont pas les modèles de comportement d'un plateau. Et pour moi, c'est vraiment important que le métier et le travail d'assistant son puisse s'épanouir avec tous les changements technologiques, les tournages à multicaméra, l'improvisation, la nécessité d'installer des HF qui est imposée par la prod, etc. etc. Pourquoi? Parce que en fait, cette formation leur permet de, sans mise en danger, sans grande mise en danger, d'apprendre à se comporter sur un plateau, de tenir une perche quand ce n'est pas fondamentalement important. Et on a du mal à faire admettre au directeur de production, au producteur, qu'une équipe son est composée d'un minimum de 3 personnes. Et donc, je voulais simplement non pas détailler la formation qui est donnée à l'IAD parce qu'elle est fort semblable à celle d'autres écoles de cinéma comme la FEMIS, Louis Lumière et d'autres. Le seul élément que je peux vous donner, c'est qu'on a effectivement pas mal d'étudiants français qui viennent chez nous, soit à l'INSAS, soit à l'IAD, et qui sont en fait, pourquoi? Parce que nous, on accepte les étudiants, on n'a pas de bac en Belgique, donc ça n'existe pas le bac, et donc on peut accepter des candidats qui n'ont pas une formation technique de base. Et l'IAD donne la formation technique nécessaire. Donc il y a une population assez importante aussi dans cette école, l'IAD, il y a une 60aine de personnes en première année, ce qui est énorme. Et puis il y a, disons, une réduction de la population à l'issue de la première année, et tous les étudiants qui font ce cursus ne sont pas intéressés par le son cinéma. En fait, on en trouve environ 8 chaque année, dont c'est l'intérêt principal. Mais à l'intérieur des études, ils peuvent s'orienter vers la prise de son musicale, musique classique, musique légère, pour utiliser un terme ancien, ou le cinéma. Et le montage son est lui pris en charge par des monteurs. Et là, on est en train de voir si, au niveau d'une 4e année, on ne pourrait pas faire une passerelle pour que les étudiants de son suivent une formation de montage. Ils font du montage son, mais du montage appliqué à l'image, ce n'est pas encore intégré. Donc, ce sont plutôt les étudiants en filière montage qui font du montage son. Et bon, là, il faudrait effectivement que l'enseignement s'adapte, mais tout ça est dans les cartons. Voilà. Très bien. Merci Philippe, je reviendrai vers toi juste tout à l'heure. J'aimerais juste maintenant passer au deuxième chapitre sur notamment la sortie des écoles et les difficultés à trouver un premier job. Et pour ça, j'aimerais faire éventuellement parler des gens, notamment évidemment des jeunes assistants. Oui. Stéphane, j'avais une question de la part de Thibaut. Oui. Donc adressé à la fois à Vincent, à Jean-Pierre. Donc il nous demande le fait d'avoir énormément de petites écoles privées qui fleurissent, leur diplôme et dont le marché. Quel est votre avis par rapport à toutes ces écoles qui arrivent en privé sur le marché? Je peux répondre? Non. Je vais te laisser, vas-y. Ouais, non, vas-y, Vincent. Ouais, en fait, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui compte, c'est la qualité de la formation. Ce qui me dérange, et parfois c'est un biais qui est proche, moi, ce qui me dérange, c'est les formations dites d'ingénieur du son. Parce que moi, j'ai un problème avec le terme d'ingénieur du son. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui, en général, est bac+5. Alors, il y a peut-être ces écoles font peut-être ça en bac+5. En tout cas, je sais que c'est le cas de la FEMIS, c'est de l'école Louis Lumière.
Et puis dans les conventions, c'est un opérateur son spécialisé, donc des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui font de l'ingénierie pour des captations. Donc on en trouve pas mal en broadcast en fait. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est ça, c'est quand on fait rêver uniquement le cinéma. Je préférais qu'on propose aux gens de faire une belle carrière dans l'audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup de belles aventures et il y a quand même plus de travail. Donc ce qui me gêne plus, c'est quand on se vend par le cinéma uniquement, sauf si on est vraiment une école en bac+5, quoi. Merci pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement intervenir? Alors, moi, je vois Agathe Michaud qui est là chez elle et qui est sortie, je pense, il n'y a pas très très longtemps quand même des études. Est-ce que Agathe, tu pourrais juste nous donner ton expérience, toi, à la sortie d'une école et pour avoir trouvé un premier job? Alors, déjà, je vais résumer moi mes études. J'ai fait un BTS audiovisuel et ensuite j'ai fait le SATIS à Aubagne, qui est donc le département SATIS, qui est la fac de Marseille. Et donc, pendant le BTS, j'ai fait un stage en tournage pendant 4 ou 5 semaines, je crois. Et après, pendant ma formation à SATIS, j'ai fait un stage chez A4 Audio la première année, pendant Aussi, un mois. c'est pour ça que je te connais. Et puis ensuite, en Master 1, j'ai fait 1 mois ou 2 mois de stage en tournage sur plusieurs tournages. Et c'est ce qui m'a permis de travailler parce qu'en fait, un ingénieur du son avec qui j'avais fait un stage m'a proposé de travailler par la suite. Et donc, j'ai mis un terme d'ailleurs à mes études parce qu'il m'a proposé un travail. Du travail directement. Voilà. Donc, au final, c'est vraiment pour toi un stage qui a permis de connaître un ingénieur du son, des gens, et qui, par la suite, a permis de trouver ton premier job. Tout à fait. Est-ce que, tant que je t'ai au téléphone, est-ce qu'il y a pour toi, pour trouver ce premier stage, comment tu as fait pour trouver ce premier stage? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été compliqué? Je me souviens que j'ai contacté quand même beaucoup de personnes et que certains m'ont répondu, d'autres non. Après, la difficulté, c'est de trouver, pendant la période de stage autorisée par l'école, le bon timing avec un ingénieur du son qui a à ce moment-là un tournage. Mais malgré tout, en fait, ça a été, quoi. Après, Merci Agathe. En tout cas, merci. J'avais également Monsieur Rabu qui est en plein centre de mon écran. Je vois plein de gens et lui, il est pile au milieu. Jérôme, avec qui je travaille depuis longtemps. Jérôme, pour toi, comment ça s'est passé à la sortie de l'école? Comment tu as réussi à trouver ton premier job? Et est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aujourd'hui, en fait, aux étudiants qui nous écoutent avec ton expérience, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Déjà, on va revenir 20 ans en arrière et je pense que les chances… Mais c'est peut-être pas pareil, c'est vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vois arriver quand même des gens, des stagiaires qu'on a souvent ensemble. Voilà, quels sont tes conseils finalement aujourd'hui à la sortie d'école? Écoute, moi, je vais déjà parler de mon expérience à moi que j'ai eue il y a une vingtaine d'années. Et puis après, on va voir si ça a vraiment évolué. C'est vrai que moi, j'avais fait une scolarité de 3 ans sur une école privée. Donc, ça peut déjà répondre à certaines questions vis-à-vis du questionnement sur les écoles privées. Suite à ça, j'avais fait ce qu'on appelle le CIRP, qui était en fait une cellule d'audiovisuel au sein du ministère de l'Intérieur. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé à faire des stages. J'en ai fait que 2 et j'ai embrayé directement sur des tournages. Donc, c'était beaucoup plus simple à l'époque, ouais, je pense. Tu penses que c'est plus simple, que c'était plus simple à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui vraiment? Si on regarde au nombre de stages, parce que c'est vrai que nous, on voit beaucoup de stagiaires, comme tu disais tout à l'heure, et des stagiaires, en fait, qui peuvent rester 1 an, 2 ans, voire 3 ans à faire que des stages. Et c'est vrai que pour mon cas, moi,
J'avais fait un stage avec un ingénieur du son qui m'avait recommandé à d'autres ingénieurs du son avec qui j'ai fait un autre stage. Et suite à ça, on m'avait proposé mon premier travail comme perchman. Donc c'est vrai que les choses, à mon sens, étaient plus simples avant qu'elles le sont maintenant. Jocelyn Panchou, que je vois s'étirer, et j'aimerais bien avoir son avis aussi sur ce que vient de dire Jérôme. Jocelyn, tu es assistant également. Pour toi, les difficultés aujourd'hui à la sortie d'école pour les jeunes d'aujourd'hui, quelle est ton expérience et qu'en penses-tu? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Bonjour à tous, j'imagine que tout le monde m'entend. Oui. Tout à fait, c'est nickel. Ok. Non, en fait, en plus, j'avais une question pour Vincent et pour Jean-Pierre. Je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Pierre par rapport à l'intégration dans le monde professionnel post-études. Et donc, moi, déjà, il faut savoir que j'ai fait un BTS audiovisuel, je suis sorti en 2006 et j'ai vraiment senti le post-crise de 2008 qui a changé beaucoup de choses sur je ne sais pas si c'est corrélé ou non directement, mais ça a changé beaucoup de choses, en tout cas sur l'emploi des gens stagiaires, ou en tout cas de la rémunération des stagiaires, notamment sur les séries ou autres, où on partait du principe avant 2008, on avait 2 caméras, donc on payait quelqu'un en stagiaire son, en assistant son adjoint. Et ça, par exemple, c'est devenu on a basculé sur un stagiaire conventionné très régulièrement après 2008. Et c'est vrai que l'intégration professionnelle ou la capacité des gens à intégrer et à trouver du travail rémunéré en sortant des études a vraiment changé. Et quand on regarde un peu les statistiques pour les stages, indépendamment du monde du cinéma, on voit que les gens commencent à gagner leur vie 2 ou 3 ans après leur sortie d'études, peu importe les études qu'ils ont faites. Ce qui est très long quand même, hein, ce qui est très long. Hein. Ouais, et exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse quand même collectivement à comment intégrer des gens et à leur faire gagner leur vie, en sachant que la réalité, c'est que c'est 2 ou 3 ans pour trouver du travail et à en être rémunéré, alors que toutes les écoles, effectivement, y compris moi à l'époque, une fois qu'on a notre diplôme ou 6 mois après la sortie du diplôme, on n'est plus conventionnable. Donc après, tout le monde trouve des petites bidouilles pour essayer de continuer à être conventionné. Et je pense que d'un côté, il y a les gens qui sont intégrés dans le monde professionnel et qui doivent essayer de se battre dans la mesure du possible pour essayer de faire payer les gens, ou en tout cas d'avoir des stagiaires conventionnés qui ne prennent pas de postes qui sont des postes clés sur les plateaux, mais qu'on puisse continuer à la fois à former et à leur constituer un carnet d'adresses pour éviter tout déterminisme social qui serait lié à des gens qui connaissent des gens du monde du cinéma et d'autres non, et à favoriser du coup certaines formations par rapport à d'autres. Est-ce que je peux poser J'essaye de synthétiser. Oui, pardon, vas-y, Oui. Jean-Pierre. Non, juste, c'est ce que tu évoques, à mon avis, c'est en relation directe avec la question du deuxième assistant, qui est pour l'instant, si j'ai bonne Oui, on mémoire. va en parler, tout à fait, Jean-Pierre. Oui. Absolument. Voilà, mais vas-y, je t'en prie, tu peux intervenir. je pense que ça convoque ça directement, quoi. Ce qui est une espèce de trou noir, puisque en fait, il y a de plus en plus de tournages maintenant qui sont multicaméra, donc avec évidemment des besoins de deuxième perche, voire même de troisième, etc. Qu'il n'y a pas de poste de deuxième assistant, et qu'évidemment, quand enfin, vous en parlerez mieux que moi parce que c'est votre métier. Moi, j'ai une suite mixeur, mais il me semble évident que les productions sont en demande de stages conventionnés. Évidemment, ça leur coûte rien. Par contre, si on obtenait qu'il y ait un deuxième assistant en son, déjà, ça poserait l'idée que ce travail qui est maintenant de plus en plus dévolu à des stagiaires soit vraiment, comme il y a la caméra, un deuxième assistant, etc. Très bien, merci Jocelyn pour cette intervention. N'hésitez pas à intervenir encore si vous avez des choses à dire sans forcément passer par moi. Je voulais dire sur ce côté de l'emploi, c'est qu'effectivement, nous, sur la formation du 10 où ils sont 6 en alternance, je pense qu'ils n'ont pas trop de difficultés. Moi-même, j'en prends parfois en assistant et je suis toujours très content parce qu'ils sont très bons. Mais parfois, ils refusent aussi des offres d'emploi. Je sais que les loueurs ont beaucoup de mal à recruter, par exemple, des préparateurs. Et ça fait un peu peur quand on sort d'une école parce qu'on reste de la grande vie, et donc souvent du cinéma ou de l'audiovisuel. Mais c'est souvent un excellent poste d'observation aussi.
Donc, mais c'est vrai que c'est plus dur qu'il y a 20 ou 30 ans où on avait plein de petits tournages où on pouvait finir de se former. Tout de suite, on demande aux preneurs de son des choses plus techniques. Voilà, donc je pense que c'est plus difficile. Ouais. Alors, avant de passer la parole à Monsieur François de Morand, parce que je voudrais commencer à parler véritablement du métier d'assistant son aujourd'hui, je voudrais juste parler aussi de mon expérience par rapport aux différentes demandes de stage. Ce que je conseille de toute façon, et c'est un élément tout à fait primordial aujourd'hui, il ne faut pas oublier le facteur chance, malheureusement. Il y a véritablement un facteur chance à trouver notre premier job et à arriver à percer dès la sortie de l'école. Je conseille vraiment aux gens, aux étudiants, de ne surtout pas baisser les bras et de continuer à envoyer des demandes très régulièrement. Lorsque moi je reçois des mails ou des coups de fil, et que bien évidemment, durant cette période-là, soit j'ai déjà quelqu'un, soit je suis en tournage, soit voilà. Donc c'était pas pile le bon moment en tout cas pour pouvoir accéder à la demande de cette personne-là. Donc ce que je conseille à chaque fois aux gens, c'est n'hésitez pas à me relancer et à continuer à aller chercher et à faire des demandes par mail, par SMS. Alors un peu moins des SMS s'il vous plaît, mais un petit peu, voilà, surtout par mail. Et c'est très important parce que c'est que comme ça qu'au bout d'un moment, ça va payer, en fait. C'est une des solutions. Et puis, ne pas hésiter aussi. Il ne s'agit pas simplement de rester chez soi et à taper des mails sur l'ordinateur, aller sur place, aller à la rencontre des gens, aller faire des stages, aller regarder ce qui se passe. Voilà, c'est très important. Voilà. François Demorand. François, comment vas-tu? Alors, j'ouvre mon micro, voilà. Ben, fort bien, merci. Tu es sur les îles. Voilà, je suis sur les îles et c'était un bon confinement sur les îles. C'est bien. Je voudrais maintenant qu'on aborde, donc on a fini la deuxième partie, c'est-à-dire qui est celle de la sortie des écoles, et on arrive à la troisième partie sur le cœur même du sujet, c'est l'assistant, le premier assistant. Grande question pour toi, François. Oui. Qu'est-ce qu'un bon assistant? Voilà, bon, un bon assistant. Bon, évidemment, on est à peu près tous d'accord sur le sujet. C'est d'abord, il faut une grande motivation. Il faut un sens finalement psychologique aigu, puisqu'on découvre très rapidement que même si on a de très bonnes compétences techniques, le côté relationnel va avoir une importance considérable sur la manière dont le travail va se passer. Et l'art est la manière de demander quelque chose, parce que n'oublions pas, on fait partie des derniers métiers qui sont des métiers d'équipe. C'est-à-dire, on ne fait pas tout seul dans notre coin sans avoir besoin ni de personne ni de quiconque. Justement, la spécificité du tournage, c'est qu'on est absolument dépendant de la bonne volonté de tous les autres corps de métier. Ça, c'est une contrainte majeure, puisque même si vous êtes le meilleur ingénieur du son du monde, si tout le monde vous empêche de travailler, ben, vous ne travaillez pas bien. Point. Donc, du coup, il y a l'art de se faire comprendre, l'art de partager, l'art de donner l'envie, qui fait qu'on va pouvoir travailler ensemble pour faire une bande sonore de qualité et qui correspond à la demande de la mise en scène ou de la production. Ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est pour ça que le facteur psychologique est extrêmement important, parce que c'est ça qui va vous permettre de bien travailler ou pas. Donc, il ne faut jamais oublier cet aspect, et ce n'est pas uniquement de la technique, parce que c'est vraiment un travail de collaborateur. Ça me semble un point très important. Philippe Vanderdrich, qu'est-ce qu'un bon assistant pour toi? L'aspect psychologique avant tout, comme le disait François à l'instant? Alors, effectivement, on fait une création collective hein, quand on tourne un film. Donc, chaque personne contribue et coopère. Puis on peut pas dire qu'il y ait quelqu'un qui soit plus important que quelqu'un d'autre, en fait. Donc, je pense qu'un bon assistant, déjà, le fait qu'il y en ait un, c'est extrêmement important. Alors, bon, effectivement, on a des nouvelles, enfin, on a eu des nouvelles contraintes qui se sont ajoutées les unes après les autres, c'est-à-dire qu'il y a maintenant toute une gestion de batterie, de timecode, de retour son dans tous les sens. Effectivement, à un moment donné, le chef opérateur du son doit se concentrer sur l'esthétique et sur
sur la manière d'organiser le travail. Le perchman peut fonctionner à l'intérieur des mouvements, de la lumière, du cadre. Mais si on n'a pas un assistant pour courir dans tous les sens, on perd la place où on doit être. C'est-à-dire que pendant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sur le plateau, ben, il rate toute une série d'informations. L'assistant n'a pas besoin, enfin, je veux dire, n'a pas besoin de savoir. Enfin, c'est intéressant qu'il sache un maximum de choses, mais il n'a pas besoin de savoir d'analyser la lumière, il n'a pas besoin de déterminer où il va mettre sa perche, etc. Donc, il peut libérer le perchman, le chef opérateur du son, de toute une série de tâches en organisant le matériel et en permettant de réagir rapidement aussi, parce que quand il y a deux caméras, il y a deux équipes caméras. Parfois, il y a une équipe caméra qui fait une installation de voiture travelling pendant qu'on est en train de tourner avec l'autre, et l'assistant peut aller et venir. Et donc, pour moi, c'est une personne qui est nécessaire au fonctionnement du reste de l'équipe. Et si elle n'est pas là, bon, ben, on travaille forcément beaucoup moins bien. Maintenant, un bon assistant, ça veut dire effectivement, il y a une formation technique. Il faut pouvoir, je sais pas moi, souder un jack de casque. Il faut pouvoir préparer le travail, préparer le matériel, faire des petites réparations, installer le micro dans les bonnettes, etc. etc. Enfin, tout un travail qui peut être fait en parallèle par rapport au travail du plateau. Merci Philippe. Arnaud Lavalex, qui est intervenu hier, je voulais avoir aussi son avis. Arnaud, si c'est possible. Alors, bonjour. Assistant son, bonjour, assistant son ou perchman alors? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est pour toi le perchman? Écoute, je sais pas, c'est vaste comme question. En fait, c'est vaste dans le sens où doit-on être totalement spécialisé dans la perche ou aujourd'hui faut-il au contraire s'ouvrir et connaître beaucoup plus de choses pour être sur un plateau en tant que… Je dirais connaître beaucoup plus de choses, oui, ça me paraît fondamental. Mais en fait, ma question, c'est, parce que je vois qu'il y a des questions qui sont assez intéressantes là, sur la place du stagiaire qui doit être payé sur un tournage. Oui, on va revenir dessus. Ouais, quand on se retrouve avec, c'est vrai, 2 voire 3 caméras, moi-même, je perche parce que j'aime ça, donc j'ai aucun problème. Mais est-ce que c'est toujours bizarre en fait on se dit non, je ne fais pas percher les stagiaires parce que ça prend la place d'un deuxième assistant, mais en même temps, on en a un peu besoin. Donc quelque part, je baisse un peu les bras avec la production parce que je me suis entouré de super petits stagiaires. Je pense à Théo Aramon, qui est un garçon fabuleux, qui a absolument tout compris. Donc quelque part, je vais comment dire, je vais baisser les bras avec la production parce que il est tellement bon ce petit garçon que finalement, bah, il va percher et oui, prendre la place du second assistant. Donc, est-ce que tous ensemble, on pourrait un jour se décider et se dire, bah, finalement, le deuxième assistant son, il va être remplacé par le stagiaire, quoi, par exemple. François Demorand, toi, tu demandes toujours des stagiaires, François, quand tu es en tournage, constamment? Absolument. Mais ce qu'il faut savoir quand même, pour prendre un petit historique, le poste de deuxième assistant son dans la convention collective, la toute première, existait. C'était le poste de recorder. Et avec la nouvelle convention, ça a disparu. Et on est le seul corps de métier où on a perdu un poste qui était officiel. Donc, du coup, moi, je me trouve même très embarrassé sur des tournages où je prends un second assistant son, mais comme la catégorie n'existe pas, il est déclaré sur son bulletin de paye comme régisseur, ce qui est quand même la honte. Et moi, j'en veux beaucoup aux productions parce que quand il s'agit de mettre une deuxième caméra, d'ailleurs, de temps en temps, je les taquine sur le sujet, ils disent bah, t'as qu'à prendre comme ingénieur du son, deuxième équipe, ton stagiaire, qui se trouve être, peut aller jusqu'à être un stagiaire conventionné.
Et quand on m'a fait cette proposition-là, j'ai répondu au directeur des productions, mais c'est une très bonne idée, mais je suis d'accord si à la caméra, c'est un stagiaire conventionné et le pointeur est un stagiaire conventionné. Or, on observe que à l'image, on ne prend pas de stagiaire conventionné pour la deuxième équipe. Donc, il y a un déséquilibre et on est le seul corps de métier où on considère que n'importe qui peut le faire. D'ailleurs, ça vous est tous arrivé pour ceux ou celles qui font du tournage, ou quand il faut une deuxième ou une troisième perche, tu as le machiniste qui dit « Ah ben je te la fais », l'électro qui te dit ça, j'ai eu le directeur de production qui m'a fait des perches, j'ai eu droit à tous les membres d'une équipe technique pour faire de la perche. Donc, il faut quand même constater que si naturellement tout le monde se propose de faire ce métier-là, c'est qu'à un moment donné, on considère que ça n'est pas vraiment un, puisque n'importe qui peut le faire. Moi, je ne vais pas dire, ah bah tiens, il manque un pointeur, ah bah tiens, je vais te le faire, là, j'ai rien à faire, c'est muet, donc je vais te faire le point. Tout le monde hurlerait. Par contre, pour la perche, tout le monde est d'accord. Bon, voilà. Donc, il y a véritablement un problème qu'il faudrait absolument changer. D'abord parce que c'est le poste de second assistant a toujours existé. Et juste parce que ça a été un travail qui a été abouti à un moment donné, malheureusement qui n'a rien donné au sein de l'AFSI, qui est l'Association française du son à l'image, où on est allé déposer une demande officielle de modification de la convention collective pour avoir non seulement, on était même allé plus loin, où il fallait un poste de second assistant son et un poste officiel d'auxiliaire son ou de stagiaire son, parce que même le poste de stagiaire n'existe pas. Il y a auxiliaire à l'image, mais il n'y a pas auxiliaire au son. Il y a ingénieur du son ou chef opérateur du son, plus exactement, et perchman, et rien d'autre. Donc, alors que auxiliaire à l'image existe. Donc, même le poste d'auxiliaire n'existe pas, ce qui est un comble total. Donc, du coup, évidemment, on se retrouve avec le forcing des productions pour des stages conventionnés qui est vraiment incorrect, puisque c'est une sorte de bouche-trou et qui va même faire chef opérateur du son sur deuxième équipe, qui me semble tout à fait anormal. Ah, je ne t'entends plus. Ouais, tu soulevais vraiment le problème. C'est exactement ça. Je pense qu'on a tous compris. On a tous subi ça à un moment donné. J'ai même une fois demandé à une assistante caméra, et bah tiens, est-ce que je peux faire le point? Elle m'a regardé avec une tête de 3 mètres de long. J'ai dit, mais c'est complètement inconcevable ce que tu es en train de me dire. Alors que oui, la perche, quelque part, tout le monde a l'impression de pouvoir le faire, quoi. C'est une aberration absolue, quoi. Jimmy, est-ce que tu as quelques questions qui sont oui, j'avais une question de Fabien, justement, par concernant rapport les au stagiaires. second assistant? Au second Au assistant. stagiaire, oui. Voilà, donc Fabien Delphos. Donc, comment se fait-il que certaines productions renommées n'acceptent que des seconds stagiaires au lieu de seconds payés? Quelqu'un veut répondre? Est-ce qu'il y a un directeur de production parmi nous? Il pourrait peut-être nous répondre. Ce serait l'occasion d'avoir un directeur de production. On n'a pas de sous? La réponse est malheureusement simple, Oui. c'est que ça coûte rien, c'est tout. C'est juste, malheureusement, le seul impératif, le seul calcul, c'est combien ça coûte, sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Voilà, donc on est prisonnier d'une vision purement financière du métier, indépendamment de la qualité même ou de la question qu'on peut se poser sur la bande sonore. Voilà, ça c'est malheureusement aussi simple Écoutez, que ça. à mon niveau, c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'ai mes assistants qui sont aujourd'hui avec moi. Jérôme Rabu le sait bien, Claire Bernango aussi. Mais j'essaie quand même toujours de me battre un maximum avec la production. J'ai effectivement, alors Claire, je ne me souviens plus quels étaient, qu'est-ce que tu as pu avoir toi comme poste sur ta feuille, ta feuille de salaire, si c'était régisseur plus ou je sais plus qu'est-ce que c'était, mais en tout cas, on avait réussi à. C'était Régie, c'est ça? Oui, Régis. Je sais plus, mais à chaque fois, mais je crois qu'on avait monté à chaque fois les niveaux de paiement, mais bon, ça c'est chaque fois avec la production, c'est une discussion avec la production, mais c'est vrai que le poste, l'intitulé de poste n'est pas le bon. Alors je ne sais pas si psychologiquement ça t'a posé des problèmes de voir régisseur sur ta feuille de salaire, et si tu n'arrivais plus à dormir le soir, ça je ne peux pas te le dire, c'est seulement à toi d'y répondre, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de poste défini, surtout, comme le dit François de Morand, qu'aujourd'hui, le multicam fait légion, en fait. Hein. C'est aujourd'hui, on est totalement multicam, absolument, sur
sur toutes les productions, ça c'est tout à fait certain. J'avais une question. Oui, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, je peut-être. voulais juste te dire que si la fonction n'existe pas, c'est justement ça qui permet que tout le monde se sente de l'exercer, quoi. Donc, tant que ce ne sera pas nommément écrit dans une convention collective que ces postes-là existent, effectivement, vous serez confronté à la question que n'importe qui, entre guillemets, peut tenir une perche. Voilà, c'est ça, j'entends bien en tant que deuxième ou troisième perche, mais le fait d'être payé comme régisseur là-dessus, ça en dit long sur le respect que les gens et les producteurs en particulier ont sur alors, métier. en sachant que le métier de régisseur est tout aussi comme un Respectable. autre, mais respectable. Mais en sachant que effectivement après, c'est des histoires encore une fois de discussion avec les productions. Moi, je sais que j'ai réussi un certain nombre de fois à faire réévaluer en tout cas le salaire des assistants. Mais encore une fois, c'est des discussions avec la production. Je voulais avoir votre avis également sur la question qu'on n'a pas posée, qui est celle de savoir si il y a obligation de passer par le passage. Est-ce qu'on est obligé de passer par la case assistant avant de devenir ingénieur du son? Ça, c'est une grande question. François de Morande, crois-tu que c'est obligatoire d'être d'abord assistant avant d'être ingénieur du son? Puisque les écoles, effectivement, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un cursus spécifique pour la formation d'assistant son et lorsqu'on va accompagner un futur ingénieur du son? Je ne le crois pas, c'est d'une manière, bon voilà, c'est un petit peu d'une manière naturelle que ça va se passer. Mais, et donc, il y a des gens qui effectivement sortent d'école et qui souhaitent tout de suite aborder ce métier d'ingénieur du son. Est-ce qu'il est, à votre avis, indispensable de passer par la case assistant son, François? Alors, d'abord, deux choses. Il y a aussi quand même une responsabilité des écoles qui laissent miroiter qu'on va être ingénieur du son. En fait, il n'y a aucun cursus officiel d'assistant, déjà. Quelles que soient les écoles, on ne vous dit pas vous allez faire une formation d'assistant. Vous faites une formation pour être ingénieur du son. Donc déjà, il y a une petite contradiction qui est que, officiellement, apprendre un métier d'assistant n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de formation disant je fais un cursus de perchman. Par exemple, ça n'existe nulle part. Il y a à un moment donné des modules, des choses comme ça pour pouvoir être perchman, mais il n'y a pas j'ai un diplôme de perchman, alors qu'il y a un diplôme de chef opérateur du son. Donc c'est ça qui favorise ça. Évidemment, en général, quand on est étudiant, on rêve d'abord d'arriver tout de suite en haut de l'activité qui nous a fait rêver, et on bypass assez souvent la fonction d'assistant. En même temps, c'est ça qui est toujours très bizarre dans nos métiers, c'est que le métier d'assistant son n'a rien à voir avec le métier d'ingénieur du son. On peut dire que ce ne sont pas les mêmes métiers. D'ailleurs, on peut être, je pense, un très bon perchman et un médiocre ingénieur du son, ou l'inverse, par exemple. Ça pourrait être possible, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers. On n'écoute pas de la même manière, on ne travaille pas de la même manière, il n'y en a pas les mêmes outils. Mais il me semble que c'est néanmoins un passage obligé, parce que ça fait partie, je dirais, du cursus qui continue d'apprentissage, c'est-à-dire pour bien comprendre tous les enjeux et ce qui se passe, indépendamment de la technique, ça me semble un passage qui est extrêmement enrichissant. Puis après, comme tu l'as dit en tout début de ce meeting, c'est le hasard qui fait la différence. Moi, je suis un très bon exemple. J'ai fait finalement assez peu de passage en fiction comme perchman, parce qu'au bout de 4 ans, on m'a proposé tout de suite du travail comme chef opérateur. Je n'ai pas cherché à devenir chef opérateur tout de suite. Il se trouve qu'on me l'a proposé, et comme on me l'a proposé, je n'ai pas refusé. Et après, on a une étiquette qui est que si vous êtes estampillé chef opérateur du son, on ne vous appelle plus pour être assistant du son. Donc du coup, vous vous retrouvez. Est-ce qu'il faut, à ton avis, une durée justement par rapport à ta propre expérience, où tu n'es resté que 4 ans assistant? Penses-tu que finalement, avec du recul, tu aurais souhaité avoir un petit peu plus en termes de durée? Est-ce que tu aurais souhaité être un petit peu plus assistant? Est-ce que tu penses qu'il y a une durée minimale en quelque sorte à être assistant?
Après, ça dépend de ses capacités personnelles. Je pense qu'on peut déterminer en voyant le comportement des uns des autres. Il y en a qui sont naturellement plus à l'aise dans une partie que de l'autre. Il y en a qui sont moins à l'aise à la perche que, je dirais, devant l'enregistreur. Et c'est pas une histoire d'être, parce qu'il y a aussi un truc physique, il y a la manière dont on se place par rapport à une équipe, et c'est pas aux mêmes endroits et c'est pas les mêmes enjeux de discussion. Donc forcément, il y a des gens qui sont plus à l'aise à un certain niveau qu'à un autre. Moi, je pense quand même que si on pouvait exercer… Moi, je regrette d'en avoir pas fait un peu plus parce que je pense que ça m'aurait enrichi, mais j'ai pas eu le choix. C'est comme ça que ça s'est passé. Et bon, 4-5 ans, c'est le minimum. D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait une carte professionnelle à un moment donné et que pour passer, c'était estampillé par le CNC. Pour avoir le titre de chef opérateur du son, il fallait avoir fait minimum 4 longs métrages. Donc voilà, ça définissait au moins ce que tu devais avoir fait avant pour pouvoir passer, je dirais, à la catégorie qui est aux manettes, quoi. Merci François. Jérôme Rabu, est-ce que Jérôme, à ton avis, pour toi, quelle est la durée minimale? Alors c'est toujours compliqué, mais en moyenne, pour arriver à bien maîtriser la perche? Parce que bien évidemment, on nous demande, comme disait François, s'il n'y a pas vraiment de formation qui prépare à être assistant son et perchman. Ça veut donc dire que bien évidemment, l'évolution et la maîtrise complète de la perche se fait sur le terrain. Est-ce que, à partir de quand est-ce qu'on se sent à l'aise? À partir de quand est-ce qu'on peut dire, là, je sens, voilà, je suis bien et j'arrive à bien maîtriser l'art de la perche, on va dire. En fait, on va dire, je suis bien, je ne suis pas forcément bon, mais en fait, c'est suivant des étapes. Je pense qu'au bout de 2 ans, très sincèrement, au bout de 2 ans, on commence à avoir des petites sensations. Des petites sensations, on arrive à trouver sa place, sa place physique dans un décor, son déplacement dans l'espace, sa longueur de perche. À mon avis, au bout de 4 ans, on commence vraiment à connaître le terrain. Donc là, François, t'étais tout juste, hein, t'étais 4 ans, tu vois. T'étais limite. Hein. T'as pas pris de marche sur ce coup-là. C'est exact. C'était juste. Et je pense sincèrement qu'il faut à peu près, on va dire, entre 8-10 ans pour commencer à être voilà, une personne qui commence à maîtriser plus ou moins le domaine de la perche. Et juste pour complémenter ce que disait François tout à l'heure, par rapport au fait qu'on a cette obligation, à mon sens, de passer par la case assistant, c'est que je me suis retrouvé face à des ingénieurs du son qui n'avaient jamais en fait de perche. Et la problématique, c'est qu'ils ne comprennent pas les difficultés qu'on peut rencontrer. Et du coup, ils sont incapables de nous dire « fais ça » ou « fais ci » ou « fais ça », parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au problème. Donc, ils ne savent pas la possibilité qu'on peut leur fournir et à contrario, en fait, ce qu'on ne peut pas leur donner. Donc, je pense que c'est important de passer par cette case assistana et qui plus est, c'est mon cas. Moi, je voulais au début, j'avais vraiment le sentiment de vouloir devenir ingénieur du son. Et c'est en découvrant ce métier d'assistant son, de perchman, que je me suis vraiment dit, mais c'est vraiment ma place, c'est exactement ce que je veux faire. Parce qu'on a un rapport avec les comédiens, le fait d'être toujours à la face, d'être toujours dans cette action, de toujours être proche de la comédie, qui fait que, voilà, je comprends pourquoi, et c'est mon cas, pourquoi certaines personnes ne veulent pas passer ingénieur du son et veulent rester perchman. Jocelyn, qu'est-ce que tu en penses? Il faut 8-10 ans pour maîtriser une perche? Il faut 8-10 ans pour être au top? Je pense que ça continue un peu tout au long de la vie. En fait, c'est-à-dire que je reviens un peu sur ce que disait Jérôme. Je suis assez d'accord avec lui. Au bout de 4 ans, on commence à avoir des bonnes sensations. Mais c'est vrai que même je vois actuellement, moi du coup, ça fait quasiment 8 ans que je travaille vraiment comme premier assistant. Et malgré tout, je suis toujours moins bon que certains perchman dont j'ai été le stagiaire, comme Sophie Chiabot ou Jonathan Akbar, par exemple. Sophie Chiabot, j'ai vu son nom. Je pense que Sophie doit être également dans la discussion. J'aimerais bien avoir son avis aussi, son avis là-dessus, mais je ne sais pas si je ne la vois pas. Donc, j'espère qu'elle est là. Est-ce qu'elle a… Ah si, ouais, oui, elle est tout là. à fait. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. J'ai vu ta caméra. D'accord, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous avez la caméra?
Alors, on on t'entend veut la un caméra, petit peu Sophie. loin. On te voit. Non, Enfin, alors déjà, ah ben voilà. On t'entend un petit peu loin, mais on aimerait bien, oui, j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce point. non, ce que je veux dire, c'est que 10 ans, c'est à peu près ce que je pense aussi, où on devient un perchman à peu près correct, et on maîtrise beaucoup de choses. Et la première chose qu'on doit maîtriser quand même, c'est les cadres et la lumière. Et ça s'apprend que sur le tas. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend ça en étant confronté avec des mauvais chefs-op, par exemple. Donc toutes ces choses-là, ça s'apprend. Donc voilà, moi, je suis comme Jérôme, moi ça fait 40 ans que je suis perchman, je n'ai pas l'intention d'être ingénieur de son. Je l'ai été un petit peu, mais parce que c'était avec des films de mes copains, donc, mais c'est vraiment la limite. Et ça n'a pas. Moi, il y a encore des trucs que j'apprends au bout de 40 ans. Hein. C'est parce que je tombe dans des cas de figure que j'ai encore jamais rencontrés. Puis des fois, c'est une espèce de routine. On voit très bien que c'est mal éclairé, qu'on ne pourra rien faire. On a 3 options et puis c'est tout. Et puis après, ça faut voir avec l'ingénieur du son pour expliquer qu'on aura ces 3 options et pas autre chose. Je pense que durant cette carrière, tu as certainement vu aussi l'évolution, le multicaméra, les différents types d'éclairage, les sensibilités aussi des caméras qui ont changé et donc on éclaire différemment. On doit se placer peut-être également différemment sur le terrain. On ne se place pas vraiment différemment, c'est les rapports avec les gens de la caméra qui ont beaucoup changé. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, on n'avait pas le droit de parler aux assistants caméra. On était toujours éloigné de la caméra. Il ne fallait pas qu'on soit à moins d'1 mètre de la caméra. Il y avait des assistants caméra qui ne supportaient pas ça. Donc après, petit à petit, on a pu se rapprocher. Après, on est en général à la place du metteur en scène. Quand il reste qu'un créneau, à l'époque où il n'y avait pas les combos, on était vraiment… Le créneau, c'était la place où aurait pu être le metteur en scène. Après, c'est des choses à négocier. Donc, ce que disait François, c'est le côté relationnel est hyper important. Quoi. Laurent dit 60%, moi je dis peut-être plus 70%. Mais voilà, après, il y a l'arrivée des HF, parce que je suis très bien. Après, il y a l'arrivée des HF, et là, il y a l'arrivée des écoutes, des combos, tout ça. Et là, ça devient effectivement, on a forcément besoin d'une deuxième personne qui sert d'assistant, de perchman, et c'est pas un stagiaire, parce que c'est beaucoup de choses à gérer, surtout quand l'assistant, ce qui est mon cas quand je travaille avec les gens, c'est moi qui mets les HF. Donc, il y a un moment où j'arrive plus à être sur le plateau et mettre les HF en même temps en attendant au quart d'heure, je pense 10 heures et ainsi de suite. Le pauvre Jérôme Rabu, je pense à lui quand il travaille avec moi. Il y a quand même aussi un phénomène très clair aujourd'hui depuis maintenant quelques années, c'est la multiplication du matériel. C'est-à-dire on a plus de matériel qu'avant, bien plus qu'avant, parce qu'effectivement on a plus d'écoute, on a envie d'avoir plus de micro-HF, etc., etc. Est-ce que dans ce métier donc, qui était, pour Sophie, qui était le tien, qui était peut-être plus de se concentrer sur la perche, est-ce que maintenant il est nécessaire d'avoir une vision un petit peu plus large et, comme tu dis, de s'occuper un petit peu de choses que peut-être avant, ça n'existait pas en fait. Oui, moi j'ai commencé, avec Bernard Aubrey, on avait 260, une perche, un agraffoir. Donc, oui, on rangeait très vite. Hein. Mais petit à petit, 10 ans après, c'était plus ça. Il y avait beaucoup de matériel. On était autant que les gens de la caméra à ranger dans le camion. Et maintenant, à la limite, on a encore plus de matériel. Parce qu'on a plus de HF, on a plus d'écoute, on a géré les batteries. Ça devient vraiment un truc… ça devrait quasiment un poste à temps plein, s'occuper des écoutes, des batteries, des HF, de recharger les batteries. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, d'être sur le plateau et faire la perche, ça devient presque secondaire. Et donc, moi, j'essaie de lutter contre ça. Donc, moi, j'ai toujours envie de percher, même si on me dit non, mais là, le HF, il va très bien. Bon, ça, parce que j'ai tué ça avec d'autres ingénieurs de son, on me dit ça, on a un gros plan, on me dit non, mais le HF, c'est très bien. Le HF, le micro, il est bien mieux que le HF. Pour faire un gros plan dans une atmosphère hyper calme, etc. Donc, on se retrouve aussi avec une autre génération d'ingénieurs du son qui n'ont pas forcément été perche-fans et qui ne savent pas ce qu'on fait avec la perche. Donc, là, je le rejoins pour moi. Pour justement reparler… Ça ne pas quand ça marche ou quand ça ne peut pas marcher. C'est dans les deux sens. Pour reparler, donc on disait, on était tous d'accord apparemment pour dire qu'il faut 8-10 ans pour être entre guillemets un perchman accompli, mais en tout cas qui maîtrise bien son art de la perche. Ça veut donc dire que les jeunes stagiaires, on en parlait tout à l'heure, qui arrivent aujourd'hui, et peut-être le poste de second, en tout cas les étudiants qui sortent des écoles, ont totalement besoin d'avoir une véritable formation, mais une formation qui se passerait à ce moment-là sur le terrain, pendant qu'on tourne. Est-ce que toi, Sophie, tu as la possibilité, est-ce qu'aujourd'hui on laisse le temps et surtout la capacité de pouvoir former ces gens-là sur le terrain,
pendant qu'on tourne? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Pendant qu'on tourne, c'est rarissime, ça dépend un peu des films. Sur les films où on ne répète pas, on tourne, on improvise, etc., c'est quasiment impossible. Mais bon, le second assistant ou le stagiaire, en l'occurrence, qui débute, s'il regarde, déjà, il va apprendre énormément de choses. Il faut vraiment aller regarder le combo, regarder où est la perche, regarder ce qu'elle fait. Et là, on apprend quand même beaucoup de choses. Mais à part la pratique, je ne vois pas très bien, ça n'a pas de sens d'être perchman sans avoir pratiqué. Et puis, il y a des gens qui se sentent à l'aise tout de suite. Effectivement, en 2 ans, il y en a qui sont à l'aise, et puis il y en a qui mettent 4 ans pour être à l'aise. Et puis, bon, après, au bout de 10 ans, ils sont au top. Mais au bout de 10 ans, en général, ils vont changer de métier parce que c'est quand même, le salaire est quand même quelque chose auquel il faut en prendre compte, parce que c'est quand même, l'écart est très grand maintenant. Bien sûr. Et la responsabilité non plus n'est pas la même. Donc, le salaire est, à mon avis, lié à la responsabilité. Mais bon, je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions de dire, bon, on paye les gens différemment. Il y a des gens qui changent à cause de ça, qui changent de métier parce que ça ne les amuse pas comme ça et puis qu'ils sont quand même beaucoup mieux payés. Mais il faut vraiment que ça. Moi, je pense que les gens qui sont perchman longtemps, c'est qu'ils prennent toujours du plaisir à percher parce que c'est vraiment. Ce qui est ton cas, apparemment, et tu souhaites absolument en aucun cas passer en tant qu'ingénieur du son. Tu aimes ton métier, tu souhaites encore ça. Merci beaucoup, Sophie. Un jour, hein. Merci en tout cas. Je vois une intervention de Laurent Poirier. Ah, vas-y. Non, je laisse Jérôme, la place à Laurent que j'apprécie beaucoup, donc je laisse parler avant moi, bien sûr. Salut Laurent. Laurent Poirier qui n'est pas tout à fait d'accord, donc est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Tout à fait d'accord, Laurent Poirier. Salut Laurent. Bonjour à tous. Alors, on ne te voit pas, je ne sais pas où tu es. Si, on le voit. C'est moi. Ma première sur Zoom, hein, excusez-moi. Oui, moi je pense que c'est beaucoup par rapport à ce que Jean-Pierre a écrit. Ce n'est pas les productions. Ceux qui décident, c'est les directeurs de production. C'est eux. Moi, j'ai eu des cas de directeur de production où j'ai même pas eu besoin de parler d'un second. Ça arrivait de leur fait. Oui, c'est arrivé également. Ça m'est arrivé également. Mais j'ai des cas où, ne serait-ce que pour la préparation du matériel, les directeurs de production disent « Jamais de ma vie, je n'ai payé de préparation à l'équipe son. » Et qui refusent. Donc, il faut se battre à chaque fois. Et pareil, tu n'auras pas de second payé, tu auras un stagiaire conventionné à la limite. Voilà mon expérience. Moi, je peux juste dire quelque chose par rapport à ça. J'entends bien ce que vous dites, mais en fait, c'est négocié au cas par cas et suivant les directeurs de production, leur conscience de la question. J'imagine aussi le budget du film. C'est possible ou moins possible ou pas possible d'obtenir un deuxième assistant. Ce que je voulais dire juste simplement, c'est que si on veut arriver à ce qui est un poste de deuxième assistant dans la convention collective, donc incontournable, je suis désolé, c'est aux producteurs qu'il faut s'adresser parce que c'est eux, au travers de leur syndicat, qui vont négocier avec les nôtres, si tant est qu'on soit syndiqué, mais peu importe, on a des syndicats de techniciens pour ça, qui est un nouveau métier, si je peux dire, répertorié dans la convention collective et du coup plus discutable. C'est ça que je veux dire, c'est pas plus que ça. Sinon, on discute effectivement au cas par cas et au coup pour coup et éventuellement, si on se fait envoyer dans les roses, on n'a pas de recours. Oui, si je peux me permettre, je confirme, il y a le passage obligé, c'est que dans les textes soit entériné ce poste. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est je dirais la brèche à n'importe quoi. Voilà, ça c'est sûr aussi. Donc, on ne pourra pas avancer sur le sujet si officiellement il n'y a pas une modification des textes, parce que là, d'un seul coup, ça responsabilise tout le monde à tous les étages. Oui, oui, pardon, Eric, oui, je t'en prie. Non, je voulais juste signaler que justement dans cette histoire d'assistant, il y a quand même François Sampé sur une série dans le Sud qui a su imposer un vrai deuxième assistant qui s'occupe que des HF, des retours, des batteries. Et le perchman est tout le temps là sur le plateau. Donc, je pense que c'est quand même un truc, on pourrait peut-être essayer de partir de cette mise en place qu'il a réussi à faire, avec un salaire d'ailleurs de 700 et des poussières, sans les heures et tout ça. Mais je trouve que c'est quand même, il a réussi, lui, à imposer un truc qui est pas mal, qu'on pourrait essayer de transposer un peu sur le long métrage, ça c'est clair. Mais ça peut mais la production est ouverte.
Donc, tu as des gens à ton écoute qui sont là pour t'écouter, qui voient vraiment les problématiques. Donc là-dessus, je pense qu'il faudrait en effet travailler là-dessus, sur ce modèle. Ça marche très très bien. Vraiment, les assistants là-bas sont vraiment super bons. Et puis le Perspan est vraiment dédié sur le plateau. Et moi, ça me permet d'être vraiment posé et d'écouter tous les trucs. Donc, c'est un système qui marche plutôt bien. Jocelyn, je voulais juste avoir ton avis aussi sur cette histoire de… Est-ce que toi, vous faites aussi beaucoup la demande de second assistant? Est-ce qu'elle est faite régulièrement? Est-ce que vous arrivez à imposer un second assistant? Oui, après, on a la chance en ce moment de faire des films qui ont des budgets à 2 chiffres. Donc forcément, la question du deuxième assistant payé est plus facile, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'ose pas nous proposer des stagiaires conventionnés sur un film à plus de 10 millions d'euros. Donc forcément, mais c'est là où ça devient compliqué. C'est effectivement, on voit très bien la tendance sur des films qui sont sur un chiffre inférieur où la demande devient de plus en plus dure. Mais malgré tout, on arrive quand même jusqu'à présent, à part 1 ou 2 films, j'ai toujours eu un second assistant qui était payé. Ce qu'on n'arrive pas, nous, à imposer, et qui est un vrai sujet, un vrai souci, c'est quand on voit des films où on ne pourra pas demander de perchman, rémunéré de premier assistant, pardon, mais où on aimerait que notre deuxième assistant soit vraiment payé beaucoup plus que le salaire d'assistant régisseur adjoint, parce qu'on sait qu'on va lui demander des choses qui sont vraiment très intermédiaires entre ce qu'on va demander à un premier assistant et ce qu'on demanderait à un stagiaire payé, par exemple. Où là, effectivement, exiger, par exemple, un salaire d'assistant régisseur adjoint à plus 20% ou plus 30%, ça devient compliqué. Jérôme, je crois que tu voulais intervenir également tout à l'heure, juste avant Laurent Poirier. Ouais, mais écoute, ça va, continuons. Oui, je reviendrai après. Ça évolue, la discussion évolue, on reviendra dessus. Oui, enfin, pardon. Laurent, oui, je t'écoute. Je voudrais juste revenir, moi, parce que je suis assez obsessionnel avec cette idée de directeur de production. C'est eux qui font les budgets, c'est eux qui ont des grilles. Donc, moi, j'ai fait des films annexe 3 où j'ai eu des seconds. En annexe 3. J'ai fait des films à moins de 3 millions où j'avais un second payé comme un second. Et j'ai fait des films comme Star 80 où j'ai eu du mal à avoir un second, où c'était compliqué. Voilà, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème humain. En tout cas, c'est un problème de choix, oui. J'ai le sentiment aussi, Laurent, que les directeurs de prod à l'époque travaillaient pour la faisabilité d'un projet. Tu vois, ils prenaient vraiment en compte la dimension, on va dire, un peu technique de notre métier. Je pense que maintenant, ça a un peu changé. Les directeurs de prod, j'ai le sentiment qu'ils ont un tableau Excel et qu'ils rêveraient en fait que l'équipe son en fait soit totalement managée par une personne qui dise voilà, la bande son, elle rentre dans une case, elle dit ça va vous coûter tant pour la totalité du film. Et puis l'ingénieur du son, qu'est-ce qu'il ferait? Il répartirait l'argent pour son équipe son. Les directeurs de prod rêveraient de ça maintenant. C'est un peu ça. Donc on a un peu changé. C'est une donne différente.